Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans Capital. Pour des millions de Français, les vacances s'achèvent déjà ce soir. Et avant de reprendre le chemin de l'école ou du travail, il faut s'équiper pour la rentrée, faire ses courses. Et pour ça, il y a de fortes chances que vous alliez dans un supermarché. Pour les supermarchés, justement, la rentrée, c'est l'événement le plus important de l'année, juste après Noël. Fournitures scolaires, bien sûr, alimentation et même électroménager. Comment, en coulisses, les supermarchés préparent-ils la rentrée pour vous séduire? Où fait-on les meilleures affaires? La guerre de la rentrée vient de commencer. Mardi dernier, à Lunel, dans l'Hérault, non loin de Montpellier. Il est 5 h du matin. Et pour Nicolas Royer, le directeur de l'un des plus grands hypermarchés de la région, une journée marathon vient de débuter. Bonjour Nicole, comment ça va? Ça va bien, merci. Ouais. Avec la fin des vacances d'été, les choses sérieuses ont commencé dans cette grande surface du sud de la France. Vous allez bien? Nous sommes le 21 août. Vous avez vu Benjamin, David? Et dans ce magasin de 7000 m², Nicolas veut que ses troupes soient d'attaque. En ce moment, le matin, on doit avoir environ 70 personnes, 70-80 personnes. Pour accueillir des milliers de clients revenus de congé. La moitié du magasin est sur le pied de guerre tous les matins pour pouvoir remplir, recharger, avoir des rayons pleins. Voilà quoi, avoir un magasin. Ça va, Germain? Ça va, et vous? Ouais, super. Avoir un magasin commerçant. Avec la reprise du travail et la rentrée des classes dans moins de 15 jours, l'hypermarché de Nicolas est en pleine transformation. Et voilà une année centrale qui est en train de passer de la phase été à la phase rentrée. Disparus les articles de plage ou de camping. Ici, les vacances sont bel et bien terminées. Et ce matin-là, c'est un rayon flambant neuf qui intéresse particulièrement Nicolas Royer. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la préparation de la rentrée. Celui des fournitures scolaires, des centaines de cahiers, des milliers de feutres, de crayons ou de stylos. Au total, plus de 200 000 produits à écouler en quelques semaines à peine. Nicolas n'a pas le droit à l'erreur. Allez, rapidement. L'objectif, c'est de faire un brief. On est en pleine rentrée. Tout va jouer sur les semaines à venir. On le sait, ce qui arrive, c'est le gros, c'est le rush. La semaine prochaine, les gens vont vraiment rentrer à la maison et la semaine d'après, ça rentre à l'école. Là, derrière, on le sait, les listes et puis les clients dans le magasin. C'est bon pour vous? Okay. Bonne journée, bon chiffre. Merci. 9 h du matin, les grilles s'ouvrent et les premiers clients s'aventurent déjà dans les allées de l'hypermarché. Au rayon frais, il y a par exemple Morgane et Clément. Comme des millions de Français, ils sont venus se ravitailler. La reprise, c'est pour bientôt. Ça y est, pour vous aussi, les vacances se terminent là et... Ouais, ça y est, dernière ligne droite, encore 4 ou 5 jours de repos et puis après retour au boulot. Là, il faut recommencer à remplir le frigo de façon cohérente et que ça dure. On remet dans le rythme de la rentrée. Ouais. Un peu plus loin, Stéphanie, elle ne compte pas remplir le réfrigérateur, mais plutôt le cartable d'Inès et Joran. Comme 7 Français sur 10, ils achètent leur fourniture en grande distribution, autant pour le choix super, il y a tout ce que vous aimez. De feuilles simples. Que pour les prix. Donc maintenant la trousse, on la change cette année, hein? Bah oui. C'est la 6e, c'est pas mal. Logique. Allez. Le petit Joran rentre au collège et il va choisir cette trousse à 8,90 €, la plus chère du magasin. Tous les jours, on va mettre ses crayons, on va l'ouvrir, on va la fermer. Donc pareil, il vaut mieux prendre une trousse solide. Au fil des achats, la facture grimpe peu à peu. Tu peux commencer à mettre tes affaires. La rentrée des classes, ce n'est jamais donné pour les parents. 113 €, toi, ton total. T'en as pour 110 €, allez, on va arrondir. Fournitures scolaires, alimentation ou encore équipement de la maison. Pour préparer leur rentrée, les Français vont dépenser 600 millions d'euros en quelques semaines à peine. Et tout le monde veut sa part du gâteau. Car après Noël, la rentrée, c'est l'événement de l'année à ne pas louper pour vos supermarchés. Alors, pour attirer les clients, les grandes surfaces rivalisent d'imagination. Pendant tout l'été, nous avons suivi la métamorphose de l'un d'entre eux. Allez, on y va. 3. Nicolas, le directeur, a 2 mois pour refaire son hypermarché de fond en comble. Il y a pas eu de problème, vous n'êtes pas tombé sur des réseaux, il y en a un qui a pété. Il y en a pour 5 millions d'euros de travaux.
Nicolas remportera-t-il son pari? Les clients seront-ils au rendez-vous? Car la rentrée aiguise bien des appétits et tout le monde veut en profiter. Comme au rayon des fournitures scolaires. On commande en grosse quantité, donc cela faut qu'ils partent rapidement. Mais sur le net, un redoutable concurrent fait de l'ombre aux grandes surfaces. Hey, jeune homme, il y a très peu de colis, donc vous restez pas à 3 ici. Vous découvrirez l'incroyable business d'Arnaud Lether. Il n'a que quelques semaines pour faire le chiffre de l'année. Une rentrée sous haute tension. Si je fais faillite, je perds ma maison, je perds ma voiture, je perds tout. Donc on n'a pas le droit de se louper. Mais l'été, c'est aussi la grande saison des déménagements. 1 million de Français changent de domicile et ils en profitent pour s'équiper en électroménager. Là encore, les grandes surfaces tremblent. Je trouverai pas moins cher ailleurs. Nous vous dévoilerons les méthodes étonnantes d'un casseur de prix très agressif qui déferle en France. Radinisme industriel intelligent. Donc l'idée, c'est effectivement, on n'a pas honte de le dire, on est un peu radin. Électroménager, fournitures scolaires, mais aussi alimentation, hypermarché contre casseur de prix. Qui sera le grand champion de votre rentrée? À Lunel, dans l'Hérault, c'était au mois de juin dernier. Les clients de cet hypermarché se dépêchent de terminer leurs derniers achats. Voilà, monsieur, dame, merci. Bonne fin de journée, au revoir. C'est bon? Ils sont loin d'imaginer le chantier, que c'est ici tous les soirs. On va y aller. Du coup, là-bas, on est fermé? Oui. Okay. Une fois les grilles du magasin fermées, il est 21h05. Merci, bonne soirée à vous. Les marteaux-piqueurs peuvent entrer en action. Les travaux qui occasionnent trop de nuisances pour les clients se font de nuit. Les carreleurs ont jusqu'à demain matin 6 heures pour déblayer tout le coin poissonnerie. De l'autre côté du magasin, des ouvriers un peu spéciaux sont également au travail. C'est bon, vous avez pris la main? Ce sont les employés du supermarché. Là, vous calez compte, vous avez votre mètre qui vient jusque-là. Donc vous savez, il faut qu'elle fasse 36,5. Au lieu d'être à leur poste le jour, aux caisses ou dans les rayons, ils viennent travailler la nuit pour poser le nouveau sol. Moi, je suis manager textile. Textile. Et vous maintenant? Et Philippe, il est au bazar. C'est l'idée de Nicolas Royer, le directeur, pour réduire un peu le coût des travaux. L'économie, elle est de combien là? Elle est de 20 000 euros environ. D'accord. Vous posez, ça fait 20 000 euros d'économie? Ouais, ça fait 25. Mais globalement, vu que malgré tout, ils ne viennent pas gratuitement, hein, je les paye aussi, et les 5 000, ils sont là aujourd'hui pour les rémunérer et l'économie est de 20 000 derrière. Le patron n'a eu aucun mal à trouver des volontaires, comme Tiffany. En plus, cette nuit, c'est son rayon, le textile, qui va être refait. On m'a proposé, j'ai dit oui de suite. On participe, c'est les travaux, on embellit notre magasin. Donc au lieu de travailler dans le magasin dans la journée, on fait ça la nuit, c'est ça? C'est ça. D'accord, c'est pas commun. Hein? C'est pas commun. Mais c'est intéressant, ça me fait voir autre chose. Je peux le poser chez moi maintenant. On y va, l'ordi? Ils ont 1500 mètres carrés à poser. Tous les soirs, ils doivent aussi bouger ces immenses gondoles de 15 mètres de long, afin de dégager les endroits où ils devront poser le sol souple. Au fond, Étaler le chantier sur plusieurs mois, à 3, 1, 2, 3. c'était la seule solution pour garder le supermarché ouvert pendant les travaux. Combien? 1,40, c'est bon, allez. C'est temporaire, hein, c'est la semaine, quoi. Fermer le magasin pendant 3 semaines, un mois, impensable pour le directeur. Allez, c'est bon. Vamos. Pour nous, c'est un risque potentiel de perte de clientèle assez importante. Donc, si vous prenez l'habitude à quelqu'un d'aller vers un autre point de vente, pourquoi pas, il va retrouver autre chose qui peut le séduire ou pas. Mais ceci étant, si elle séduit, c'est une prise de risque. Aujourd'hui, on s'interdit dans notre métier. Et puis, culturellement, un magasin, il ne ferme pas. La gêne occasionnée par les travaux aurait pu faire fuir les clients. Nicolas Royer avait même tablé sur une baisse du chiffre d'affaires de 10%. Elle sera finalement 2 fois moins importante. Le lendemain matin,
Les marteaux-piqueurs se sont tus. Le nettoyage a été fait. Seules de grandes bâches rappellent que le magasin est encore en chantier. Nicolas Royer et son bras droit viennent jouer les inspecteurs des travaux finis. Ouais, super. Là, ils ont bien bossé. Encore une belle zone, ouais. Super. Une belle zone qui arrive. Ils ont été jusqu'où on avait prévu de faire. Toute la partie est faite et c'était pas gagné dans la nuit. Le rayon textile sera opérationnel dans moins de 48 heures. Mais à quelques jours de la rentrée, c'est un autre endroit du magasin qui est placé sous haute surveillance. Car il sera bientôt pris d'assaut par des milliers de clients, petits et grands. Alors, à cette époque de l'année, il y en a un qui joue gros. Souvent le premier arrivé et le dernier parti. Renaud Goujon, 32 ans. Il a fait toutes ses classes dans la grande distribution. La rentrée, c'est son affaire, et aussi celle de Guylaine, sa chef de rayon. Ah, Guylaine. Ce matin, nouvelle livraison. Combien de palettes? 20. C'est bien de la rentrée des classes, on est bon. Allez, on y va, go. Des semi-remorques comme celui-ci, Renaud va en réceptionner une trentaine pour préparer la rentrée. Ces fournitures scolaires arrivent d'un peu partout. Il y a 6 mois qu'on a passé les commandes et là, ça y est, c'est la concrétisation, on reçoit la marchandise. Il a commandé en tout et pour tout pour 180 000 € de marchandises. Donc là, ça, c'est de la rentrée des classes. Là, on voit bien BIC, c'est de la rentrée des classes. Et ça, c'est de la maroquinerie scolaire, par exemple. Ça vient de Montbartier, l'entrepôt qui nous livre tout ce qui est non alimentaire. Pas question de tout déballer. Renaud se contente de stocker la marchandise. Car pour l'instant, il faut faire de la place dans les rayons. L'hypermarché n'a pas le droit de se louper sur la rentrée. Après Noël, c'est le deuxième temps fort commercial de l'année, juste devant la foire au vin. Renaud a la pression, il doit faire une grosse partie de son chiffre d'affaires en quelques semaines seulement. 60% du chiffre d'affaires de la papeterie, c'est sur ces 3 mois de rentrée scolaire qui sont pour nous juillet, août, septembre. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, on doit vraiment mettre les bouchées doubles sur ce rayon. Sa technique pour booster les ventes est toute simple. Il va envahir le supermarché avec ses fournitures scolaires. Ça s'en va, ça s'en va, donc tout le jardin s'en va. Cette gondole, on la coupe en deux, on fait une zone basse rentrée des classes. Et comme c'est pas fini, tout le camping s'en va aussi parce que l'été sera quasiment pour nous fini. On était sur une allée et là, on va se retrouver avec 4 allées sur la rentrée scolaire durant ces 3 mois. L'été commence à peine, que le matériel de camping n'a déjà plus les honneurs de l'allée centrale du magasin. Miguel, ce que tu fais, tu vas de suite en réserve, tu poses sur une palette de camping. Renaud a rameuté une partie de son équipe. Guylaine, la chef de rayon, Philippe, 25 ans de maison, et Miguel, l'étudiant venu prêter main forte pendant l'été. Il doit faire ça le plus vite possible, sans déranger les clients. Je suis en train de redéménager en fait le camping qu'on avait installé il y a à peu près un mois de l'autre côté pour faire qu'une allée camping pour pouvoir installer la rentrée des classes. Là, on va essayer de remettre le max. Là. Un travail de titan, juste pour déplacer le matériel de camping d'un tout petit mètre, pour le mettre juste derrière. On fait souvent les rayons, on réimplante, on passe son temps à faire, défaire, à réimplanter, désimplanter. C'est justement ce qui fait le fun du travail. Vous n'y avez peut-être pas fait attention, mais les cartables, les trousses et les agendas sont toujours installés 15 jours avant les autres fournitures. C'est stratégique. En faisant les courses de rentrée en 2 fois, on serait un peu moins regardant à la dépense. Amène tout la maternelle et comme ça, Guylaine, après, elle implante. Parce que là, du coup, on se regarde. Là. Et cette année, il y a du nouveau. Exit les stars de ces 10 dernières années. La Reine des Neiges et Cars. Des licences en perte de vitesse. Cette année, Guylaine et Renaud misent tout sur 2 autres dessins animés. Pyjamax, c'est une licence qui est sortie d'abord en jouet. C'est le premier dessin animé qui met en scène des mini-justiciers. Yo-Yo, Bibou et Glu-Glu sont les héros préférés des 4-7 ans. C'est la licence à la mode. Ça a été la licence à la mode l'année dernière. Il y a 2 ans, c'était celle-ci. Le dessin animé Pas de patrouille, Guylaine n'y avait pas cru, ça avait été un raz-de-marée. Alors cette fois, pas question de se faire avoir avec la série dérivée.
maintenant, on fait attention. Quand il y a des nouvelles licences qui sortent et qu'on sait que c'est en référence par rapport à un dessin animé ou un film qui va sortir au cinéma, on fait attention. On fait attention de l'avoir et plutôt en grosse quantité. Ces sacs à dos qu'elle a commandés par centaines, elle va les implanter en plein milieu du rayon, juste à la hauteur des yeux. Tout en bas, elle met les sacs premier prix. Et sur les côtés, les autres licences, auxquelles elle ne croit pas trop. Après, les complémentaires, on a pris 1 ou 2 cartons, c'est juste histoire d'animer le rayon et qu'on ait des trucs un peu différents. Mais sinon, les produits catalogues, c'est ce qu'on commande en grosse quantité, donc ceux-là, il faut qu'ils partent rapidement. Ce stratagème appelé merchandising permettrait d'augmenter les ventes de façon considérable, au moins par 3 d'après les professionnels. Ces sacs à dos à l'effigie de super-héros, les enfants se les arrachent. Et cela fait les affaires d'un homme qui, en misant tout sur les licences, est aujourd'hui devenu le roi des cours de récréation. Non loin de Rennes, à Cesson-Sévigné. C'est une entreprise de 130 salariés qui a bâti son succès en exploitant la célébrité des autres. À sa tête, Christophe Rowe. Il a fait des licences son fonds de commerce. Il édite par exemple les célèbres calendriers de la Poste. Et pas n'importe lesquels. En ce moment, c'est un modèle qui marche fort. Un hommage à un célèbre chanteur disparu. Et celui qu'on est en train de coller aujourd'hui, c'est la licence Johnny Hallyday. Et c'est une licence importante pour vous? En l'occurrence, là, c'est Laetitia qui a validé les photos. Des calendriers, mais aussi des agendas. Et surtout, des cartables. Il a tous bien identifié. Uniquement des produits sous licence. Les derniers qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Au total, Christophe Rowe détient les droits d'exploitation d'une vingtaine de marques. C'est celui-là que j'ai vu dans le bureau de Siam tout à l'heure. D'accord. Il est beau celui-là. La matière est très sympa. Pas la peine de chercher ces sacs en magasin. Ces modèles seront vendus l'an prochain en 2019. Aujourd'hui, pour Christophe, la rentrée des classes est primordiale. Il vend chaque année 600 000 trousses et 400 000 sacs à dos. À la maroquinerie chez Auberture, c'est une activité qui a été lancée à la fin des années 90, au tout début des années 2000. Et aujourd'hui, ça fait partie des univers produits qui représentent la part de chiffre d'affaires la plus importante chez Auberture. Bien exploité, une licence peut rapporter beaucoup d'argent. Mais combien coûtent les droits? Que valent réellement ces sacs à dos vendus entre 30 et 60 € en magasin? Tous les contrats sont confidentiels, mais Christophe Rowe a accepté de lever le voile sur ce business. Il vient justement de rentrer une nouvelle licence. Salut Dominique. Une marque de chaussures très connue. Je fais rapide parce que je sais que tu pars d'un instant à l'autre. Juste qu'on check ensemble les trucs de kickers que tu vas voir, toi, demain. On a reçu nos protos juste jeudi dernier. Du coup, je profite de mon rendez-vous chez Dominique, le directeur commercial, voit un très gros distributeur demain. Il va tester son nouveau produit auprès de lui. Pour qu'une licence marche, il faut pouvoir reconnaître la marque au premier coup d'œil. On est satisfait aussi du résultat. Ça par contre, ça c'est très rigolo. Ça. Bah oui. C'était le machin des chaussures. Et pour que la licence fonctionne bien, il faut qu'on respecte l'ADN de la marque, avec 2 pastilles de couleur sous les semelles. Et c'est ce petit gimmick marketing qu'on a repris là, avec les boucles. Pour exploiter les droits d'image de cette marque, Christophe Rowe s'est engagé à reverser un pourcentage sur chaque produit vendu. On appelle ça les royalties. En moyenne, les taux de royauté ou les taux de royalty sont aux alentours de 9 à 10%. C'est un sac qui, dans nos réseaux, nous, sera autour de 59 € prix de vente publique. Et donc, nous, on le vend à un tarif duquel on a enlevé la marge du client, mais ça divise grosso modo par 2 les chiffres dont on parlait tout à l'heure. Ouais, nous, c'est un cartable comme ça, ouais, on va le vendre à peine une trentaine d'euros, ouais, à peine. La marque de chaussures touchera donc 3 € par cartable vendu. Mais les royalties peuvent monter beaucoup plus haut, jusqu'à 15%. 15%, on est vraiment dans des niveaux extrêmement élevés, qui sont peut-être ceux de Disney ou de je sais pas quoi, du foot, ou je sais pas, mais nous, on travaille pas avec ces licences-là. Ouais, c'est plutôt, on va dire, dans une fourchette très large, entre 8 à 12. Si Christophe Rowe est prêt à payer les marques très chères, c'est parce que ces licences lui rapportent beaucoup d'argent.
la marque de soprano, qui s'appelle Cowell. Le chanteur-rappeur a vendu 1,5 million d'albums. Ses sacs à dos font également un malheur. Troisième collection. Une autre qui s'appelle Freegun. Les caleçons? Ouais, c'est les caleçons, ouais, bien sûr. Ouais. Que des marques branchées qui parlent aux jeunes. Et si Christophe Roe pèse aujourd'hui 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pour moitié grâce à toutes ses licences. Et l'une d'elles lui rapporte beaucoup d'argent. Un cartable bien plus cher que ceux vendus en supermarché et qui envahit les cours d'école. Un sac de petit écolier modèle que les parents adorent et qui fait la fortune de son fabricant. Paris, à l'approche de l'été. La capitale est en pleine effervescence de la Fashion Week, les grands défilés de mode. Vous êtes prêts sur l'idée? Mais ce jour-là, c'est un défilé inédit qui est organisé dans ce drôle de lieu. Un ancien couvent à 2 pas de la gare de l'Est. Des journalistes, des mamans, des blogueuses, 150 personnes qui n'auraient manqué cet événement pour rien au monde. Un défilé de cartables d'écoliers. Mais pas n'importe quel cartable, celui que des millions d'élèves ont porté sur le dos. Souvenez-vous, ce cartable en croûte de cuir, inusable. Aujourd'hui, il a gardé un pouvoir magique, celui de faire retomber les parents en enfance. Ça représente une marque de cartable qui m'a accompagnée dans ma jeunesse, qui a accompagné mes enfants, qui est une marque qu'on se transmet un peu de génération en génération. À 1 heure du défilé, les invités s'impatientent. Et à l'intérieur, parmi tous les décorateurs, ingénieurs du son et directeurs artistiques qui savent faire, Par là, on est d'accord. À chaque fois, ils rentrent par là, à chaque fois, ils rentrent par là. Christophe Roe a encore plus la pression. Pardon. Il veut à tout prix que cette marque vieille de 40 ans revienne sur le devant de la scène à la rentrée. On répète à quel moment Là, elles sont en train de faire les pauses, ensuite on va répéter avec les gamins. Oui, avec les enfants. Un défilé de cartables, c'est une première. Personne au monde n'avait jamais osé le faire. Christophe Roe a fait les choses en grand. Il a loué un lieu prestigieux et il a fait appel à des mannequins professionnels. Pablo, arrête-toi ici. Voilà, stop. Tu t'arrêtes à peu près là, d'accord? Et quand on demande aux enfants à quoi tout cela sert, voilà ce qu'ils répondent. En fait, c'est pour vendre plus de tantes sur c'est pour vendre plus de tantes pour l'école. Cette petite fille n'est pas dupe. D'ailleurs, pour l'occasion, Christophe Roe a cassé sa tirelire. Ce show lui coûte 150 000 €. C'est la première fois en 40 ans, on ne l'a jamais fait. Donc pour nous, non, c'est pas du tout commun. C'est sans doute pour ça qu'on est un peu tous un peu à la fois surexcités et qu'on court dans tous les sens, parce qu'on maîtrise absolument pas. Avec ce défilé, Christophe Roe veut jouer dans la cour des grands. Bonjour. Il a même invité Sylvie Tellier, l'ex-Miss France. Et j'ai des surprises, parce que je pensais que c'était beaucoup plus vieux que ça. Mais non, nous aussi on est tout jeunes. Bah oui, mais comme j'ai grandi, ça fait un peu partie de... Voilà, c'est une institution, ça fait un peu partie de nos références. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Il est 14 h, le spectacle commence. Christophe Roe est aux premières loges. Il a même droit à son petit bouquet de fleurs. C'est adorable. Objectif réussi. Bravo les enfants, félicitations. Il tenait à fêter ce 40e anniversaire en grande pompe. Car il n'y a pas si longtemps, cette marque mythique a bien failli disparaître. Le cartable en croûte de cuir a longtemps été la superstar des cours d'école. Dans les années 80, il s'en vendait 1,5 million par an. Mais les enfants finissent par se lasser de son look trop sage. C'est la mode des sacs à dos plus légers, plus confortables et surtout tellement plus cool quand ils sont à l'effigie de leur héros préféré. Les ventes de Tannes s'effondrent. En 1993, il s'en vend moins de 5000. C'est alors que 2 copains diplômés d'école de commerce vont réveiller la belle endormie. Ils rachètent la licence Une bouchée de pain, délocalisent toute la production en Chine, remplacent le cuir trop cher par du polyester. Le poids du cartable s'en ressent, il ne fait plus mal au dos. La mode nostalgique du vintage et des couleurs plus dans le vent assure le succès. Aujourd'hui, c'est Christophe Roe qui a racheté le droit d'exploiter cette marque. L'année dernière, il a écoulé 150 000 cartables.
le phénix est en train de renaître de ses cendres. Et dans quelques semaines, Christophe Roux espère bien que les ventes vont à nouveau s'envoler avec la rentrée des classes. Ce matin-là, il a rendez-vous dans cet entrepôt ultra sécurisé non loin de Rennes pour une ultime inspection. Le patron est fébrile. Ah, on passe par là? Ok. Ces cartables sont arrivés la veille par bateau de Chine. Et il ne sait jamais dans quel état il va les retrouver. Ici, on loue tout l'entrepôt, si vous voulez. Donc, il y en a une partie qui n'est pas active. Voilà. Derrière, ici, à partir de là, c'est à nous. Pour l'homme d'affaires breton, c'est l'aboutissement, la concrétisation d'un an de travail. Messieurs, salut Jean-Claude. Comment ça va? Ça va Pierre-Alain? Une année entière qui va se jouer dans les 2 prochains mois. Je vous demande pas si vous manquez d'activité. On a un peu de travail. C'est vrai, un peu? Juste un peu. Juste un peu? Merde, je rappelle tout de suite pour qu'on vous en renvoie. Christophe Roux n'est pas si décontracté que cela. Ses produits doivent être en rayon partout en France dans 15 jours. Et il a un paquet de cartables à livrer. Concernant Tans, ils démarrent ici pour aller jusqu'au bout de l'entrepôt. Et aujourd'hui, on a sur 150 000 cartables qu'on va livrer chez nos clients à date, c'est-à-dire là, début juin, on en a reçu 120 000. Donc la suite arrive demain, après-demain, on va dire dans les 8-10 jours qui viennent. La valeur marchande de ces cartables est de 5 millions d'euros. Alors quand il s'agit de contrôler la qualité de ses produits, Christophe Roux a ses petits trucs. J'en prends un. Pour ne pas se faire avoir. Quand je suis en Asie, je ne prends jamais les cartons qui sont en haut des palettes. Je fais démonter les palettes, je prends ceux au milieu, en bas, à droite, à gauche, etc. Pourquoi vous avez peur quand vous... On sait jamais. On sait jamais. La confiance n'exclut pas le contrôle. D'abord, il regarde qu'on ne l'arnaque pas sur les quantités. 2, 3 et 4. Ils sont bien bordeaux et beige. Il sous-traite toute la fabrication à des usines chinoises. Alors il vérifie d'abord le travail des coutures. Des coutures propres. On ne repasse pas 2 fois au même endroit. Puis il contrôle la qualité des matières. Cuir et je vérifie que les boucles fonctionnent bien. La qualité des boucles. À l'intérieur, je dois trouver et surtout qu'il y a bien une boucle de rechange. Il paraît qu'à l'école, le jeu, c'est que les enfants se chipent les boucles. Parce que comme ça, après, ils ont plus de mal à fermer le cartable. Donc on met une boucle supplémentaire. L'homme d'affaires est rassuré. Sur ce cartable-là, oui. Sur celui-là, il est concluant, oui. Il va les passer en revue pendant plus d'1 heure. Ces produits doivent être irréprochables. Un cartable, 2 cartables. Les parents déboursent tout de même 60 € pour le petit cartable et jusqu'à 100 € pour le modèle à roulette. Ah non, elle est peut-être là. Mais pourquoi ces produits ne sont-ils plus fabriqués en France comme avant? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre le moment où nous, on prend nos commandes chez nos clients et le moment où il faut qu'on livre et après qu'il faut qu'on livre nos clients, on a un délai de fabrication qui est de l'ordre de 4 mois. Donc il faut qu'en 4 mois, on trouve des usines susceptibles d'absorber des centaines de milliers de pièces. Et il n'y en a pas en France, il n'y en a pas en Europe. Voilà ce qui lui permet de ne pas dépasser le seuil psychologique des 100 € pour un cartable. En 3 ans, Christophe Roux est parvenu à augmenter ses ventes de 40 % avec une technique plutôt maligne, séduire les parents plutôt que leurs enfants. En plein centre de Rennes, dans cet élégant appartement, une séance photo vient de commencer autour d'Alice, une jeune mannequin de 5 ans. À peine arrivée, mesdames, bonjour. Ce n'est pas la nouvelle collection qui attire l'attention de Christophe Roux. J'en découvre un ici, et il n'est pas moi celui-là, hein. C'est moi qui l'ai trouvé le premier. Donc, mais un modèle préhistorique. Des années, tout début des années 80. La robustesse, elle n'a pas changé. Ce qui a aussi changé, c'est le poids. Et ces vieux cartables ne sont pas là par hasard. Le but de ce shooting, c'est de faire de la pub pour la nouvelle collection. Les photos seront diffusées régulièrement sur Internet et sur les réseaux sociaux. À l'école primaire, ce ne sont pas les enfants qui décident du choix du cartable, mais les parents. Et c'est là que les cartables vintage vont entrer en scène. On pourra en faire une ou deux. Est-ce qu'on peut
disais, un vieux cartable et un ancien cartable, on était retrouvés. L'effet nostalgie marche à fond sur les internautes. Punaise, il était trop beau, j'avais le même. J'ai toujours rêvé d'en avoir un comme ça quand j'étais gamine. On sent complètement la nostalgie, on sent ce côté, on se rappelle des souvenirs, on remémore des souvenirs d'enfance, etc. Ah, moi aussi j'ai eu ce cartable. Un internaute qui nous l'a envoyé. Ça, c'est un internaute qui nous a envoyé. Et elle était tellement belle qu'on a décidé de la reposter en disant C'est dingue, il a mis en scène comme nous on fait, le truc sur une chaise avec... Complètement, c'était incroyable. Les photos envoyées par les fans de la marque, comme celles prises lors de ce shooting, serviront à alimenter les 2 plus gros réseaux sociaux. Avec Facebook, ils touchent les parents de plus de 35 ans. Et grâce à Instagram, ils arrivent à s'adresser aux jeunes mamans. On va aller toucher cette cible qu'on appelle les digital mums, donc ces mamans over-connectées sur les réseaux, qui utilisent Instagram au long de la journée, qui est une source d'inspiration et d'information. Donc on va essayer d'aller capter ces nouvelles cibles, qui sont soit des mamans aujourd'hui, soit des mamans de demain. Une façon en quelque sorte d'assurer la pérennité de la marque. Et vous allez voir que cette technique pour toucher les parents est d'une efficacité redoutable. Un centre commercial à côté de Paris. Voici l'une des plus importantes librairies papeteries de la région. C'est ici que Justine et son fils Alexandre ont leurs habitudes à chaque rentrée des classes. Aujourd'hui, ils sont en repérage. Non, je regarde juste après si vous pouvez me renseigner sur le... Dites-moi. Au niveau de la taille. Ouais. Pour, Tu rentres en quelle classe? CE2. CE2. Donc là, on part sur... Faudrait que ça fasse quand même quelques années. Enfin, donc là, on part sur un 38. La maman n'a pas hésité une seule seconde. Parmi tous les modèles proposés, elle a flashé sur le cartable. Tu veux essayer? Du parfait petit écolier. C'est revenu à la mode ces derniers temps. Ça reste du classique, mais costaud. Alexandre, lui, n'a pas l'air super emballé. Bonhomme, t'en penses quoi de ce sac? En réalité, le cartable pour lequel il craque se trouve un petit peu plus loin. Coupe du monde de football oblige. Le Griezmann? Ah, bah oui. Mon joueur préféré. Il en rêve. Et en plus, il coûte 3 fois moins cher. Et pourtant... Et madame, alors qu'est-ce qui va se passer? Ah bah, c'est moi qui gagne. Ça, pour ça, je suis intransigeante. Je vais bien lui faire plaisir sur des petites choses comme les trousses, mais le cartable, non, c'est son confort avant tout. Ils reviendront l'acheter dans quelques semaines. Cette année, grâce notamment à l'aide des mamans, sur le dos. La marque compte bien écouler plus de 150 000 de ces cartables, qui ont le don de nous faire retomber en enfance. Les cartables sont un incontournable de la rentrée dans les supermarchés. Pourtant, ça ne leur rapporte pas beaucoup d'argent. C'est ce qu'on appelle un produit d'appel. C'est simplement pour vous faire venir. Là où ils espèrent que vous allez consommer, c'est ici, au rayon le plus rentable, les produits frais. Ici, 5 millions d'euros viennent juste d'être investis. Boucherie, poissonnerie, primeur, tout est fait pour vous faire penser que vous êtes dans un commerce de quartier. Mais alors, que cache vraiment cette stratégie? Et niveau prix, le consommateur est-il toujours gagnant? Nous avons enquêté. Dans un hypermarché, il y a 5 rayons qui rapportent vraiment beaucoup d'argent. Le charcutier traiteur fromager, la boucherie, la poissonnerie, le rayon frais en libre-service et il y a également le rayon de Thomas. Vous avez 1,6 kg. Vous en avez pour 1,80 €. C'est bon? Il est le responsable des fruits et légumes. Voilà, monsieur, merci. Bonne journée. Merci. C'était bon? Merci. Le sourire, le service. Et Thomas prend même le temps de papoter, comme chez le primeur du coin. Ouais. Et ensuite, on fait la tarte au pruneau à l'automne, en septembre. En septembre, il y a de l'avance sur les pruneaux. On a 2 semaines. Son espace de 350 mètres carrés est flambant neuf. Stand en bois massif, petit brumisateur pour garder les salades toutes fraîches et toujours quelqu'un à la peser. Le rayon a été entièrement relooké pour justement casser le côté supermarché. Les retours sont plutôt positifs pour l'instant. Vous pouvez demander à madame. C'est pas fait pareil, ça fait plus marché là. Il faut dire que ce rayon rapporte chaque année 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires.
C'est vraiment un rayon central et un poumon du magasin en termes d'image, de prix, de résultats. C'est un rayon très important, bien sûr. Sur les 3 tonnes de fruits et légumes qu'il vend tous les jours, Thomas doit faire 23% de marge brute en moyenne. Mais sur les 3 produits les plus consommés, Thomas ne peut quasiment pas faire de marge. Les différentes enseignes se livrent une vraie guerre des prix sur la tomate, sur la banane, un fruit que l'on consomme toute l'année et que les enfants adorent, et également sur le melon, une des grosses ventes de l'été. C'est des prix que les gens retiennent. Ils ne vont pas forcément se souvenir le prix de la boîte de glace ou de la tranche de jambon qu'ils ont acheté. Par contre, le prix du melon, vous pouvez être sûr que partout où ils vont passer dans chaque enseigne, ils vont se souvenir combien ils ont payé leur melon. Donc c'est des produits où il faut être très vigilant en termes de prix par rapport à nos concurrents et à ce qui se fait au niveau du marché. Thomas doit donc se rattraper sur les autres fruits et légumes. Et voilà comment il fait. Quand il a besoin de marchandises, il peut s'approvisionner auprès de sa centrale d'achat qui négocie des gros volumes pour tous les magasins Intermarché de la région. Mais Thomas préfère toujours passer un petit coup de fil avant à un autre grossiste pour faire jouer la concurrence. 10 tomates rondes si tu veux encore. Non, t'en as plus. Et sur le poivron rouge, par contre, ça a bougé un peu là. Je sais pas si tu as vu, au niveau du poivron rouge, donc on est à... c'est tombé à 1,40. Ouais. Ouais, tu peux faire 1,30. Ok, ça marche. Et sur le vert 10 centimes de moins sur le kilo de poivron. Ok, ça marche. Thomas vient de gagner 7% de marge d'un coup. Ma référence de prix, c'est la centrale d'achat. Ça me donne une référence de prix pour le marché, sur lequel je vais m'adapter en fonction avec mes fournisseurs directs. Est-ce qu'ils ont tendance toujours à s'aligner? La plupart du temps, oui. C'est bien, mais Thomas a une bien meilleure filière. Des produits qui peuvent rapporter gros à seulement 10 minutes d'ici, chez un producteur local. Tomates, courgettes en été, des choux, des blettes, des épinards, du céleri. Les circuits courts, c'est la grande mode en ce moment. Même les supermarchés s'y mettent. C'est ce que les consommateurs veulent. Manger local, manger sain, mais toujours à petit prix. Ah, monsieur Pérez. Oui. Comment ça va? Bonjour. La forme? Ouais, très bien. On va voir les aubergines? Les aubergines, un des autres produits stars dans la région. Et en ce moment, c'est la pleine saison. Monsieur Pérez en produit 30 tonnes par an. Les ouvriers ne morfent pas trop là avec la chaleur? Ouais, ils s'arrangent avec des horaires. Les ouvriers n'aiment pas la canicule, mais les aubergines, oui. Thomas lui achète au moins 10% de sa production. Ouais, c'est bien. 3 à 4 tonnes par an. Une cueillette ce matin. Ouais. C'est joli. Et en travaillant en direct, sans intermédiaire, Thomas arrive à obtenir beaucoup plus que 23% de marge. En ce moment, on vend autour de 1,99. Voilà. Donc à l'achat, en général, vous êtes à... Ça peut varier, ça dépend. Voilà. Lors d'aujourd'hui, les 120. Ouais. 1,20 €, c'est ça? C'est ça, à peu près. 1,30 €, ça dépend. En négociant en direct, c'est tout bénef pour Thomas et l'hypermarché. La marge grimpe à 38%. Une meilleure rentabilité, des produits plus savoureux. Ces aliments cultivés localement représentent 40% des fruits et légumes achetés dans le magasin. Mais pour les vendre, encore faut-il que les clients décident de pousser les portes de l'hypermarché. Et à l'approche de la rentrée, la guerre fait rage entre grandes surfaces. À chacun sa méthode pour attirer les consommateurs. Dans la zone commerciale de Lunel, les hypermarchés rivalisent d'idées, car la concurrence est féroce. À 500 mètres à peine de l'Intermarché, le Leclerc lui aussi est en plein chantier. Et il a sorti une arme redoutable, ce super parking couvert, très apprécié dans la région, surtout l'été. Alors pour contre-attaquer, notre hypermarché a décidé de mettre le paquet sur l'aliment préféré des Français. C'est déjà la 3e fournée du matin pour Richard. Il en fabrique à tour de bras. Le pain, c'est l'une des meilleures ventes en grande surface. Il y a les gens qui viennent parce que ça dépanne et beaucoup de clients qui n'achètent leur pain qu'au supermarché. À 39 centimes la baguette ordinaire et à 90 centimes la tradition,
on ne trouve pas moins cher. Mais ce pain ne satisfait pas vraiment notre boulanger. C'est pas notre production, quoi. On maîtrise pas le goût, on maîtrise pas l'aspect, on maîtrise... Voilà, le produit il arrive comme il est, on peut juste lui donner une couleur plus ou moins importante, mais on ne peut plus modifier ni les goûts, ni les textures, etc. Voilà. Le pain n'est pas fait ici. Il est seulement cuit sur place, il arrive surgelé. Mais cette tradition un peu molle, ce sera bientôt du passé. C'est pour cette raison que c'est un peu le bazar dans la boulangerie. Vous allez bien? Ça va et vous? Bonjour, ça va? Vous allez bien? Le patron Nicolas Royer est curieux de voir la chose. Aujourd'hui, c'est la fin? On est en train d'installer la Rolls-Royce des fours à pain. En fin de semaine. C'est ce qu'on attendait, Richard? Pardon? C'est ce qu'on attendait? Ah oui, c'est vraiment ce qu'on attendait. Ouais. C'est vraiment bien, ouais. C'est un bel outil. C'est un très bel outil. Le même four que celui que l'on trouve dans les boulangeries traditionnelles. Richard vient d'ailleurs d'être embauché pour pétrir lui-même sa pâte, la faire fermenter pour obtenir une baguette unique grâce à 2 pétrins tout neufs. Combien de baguettes là avec ça? 300 baguettes à chaque pétrissage. C'est beaucoup d'argent investi. Au niveau des machines, on est globalement entre la partie boulangerie et la partie pâtisserie sur un billet de 150 000 € à peu près. Juste les machines? Juste les machines. Le pain surgelé se vend déjà très bien. Alors, le boulanger et le directeur sont persuadés que du pain fait maison, ça va faire un malheur. Aujourd'hui, on n'est pas loin du million d'euros de chiffre d'affaires sur le rayon. Je pense qu'on peut arriver facilement à 1,3 million, 1,4 million. Vous n'investissez pas à perte alors là? Non, mais à la fois, il y a peu de gens qui investissent à perte. Des machines dernier cri, un boulanger professionnel, mais vous allez voir qu'un petit grain de sable, un détail, va venir perturber cette mécanique bien huilée. Du côté des travaux, ça avance plutôt bien. La poissonnerie est enfin terminée. Bonjour Lily. Bonjour, vous allez bien? C'est bon? Ça va. Oui, bonjour. Mais il y a une chose Vous allez bien? qui tracasse Nicolas Royer, le patron de l'hypermarché. Une autre de ses idées, un nouveau stand qui reste désespérément vide. Voilà, c'est mon problème en ce moment. C'est notre futur rayon pizza, mais malheureusement, sans pizza. Toujours dans sa stratégie du fait maison, il voulait lancer les pizzas à emporter. Mais le pizzaiolo s'est désisté au dernier moment. Un rayon en pleine saison qui est comme ça, c'est pas un rayon marchand, donc au-delà de l'aspect pas de vente de pizza, c'est pas très commerçant. 10 000 € de matériel pour rien. Surtout, il est persuadé que les pizzas maison toutes choses sont un excellent produit d'appel, que les gens vont se déplacer exprès. Après un mois de recherche acharnée, un candidat a accepté de passer une journée test. Il s'appelle aussi Nicolas, il a 1 an d'expérience. J'ai été dans un essai hôtelier, donc en boulangerie-pâtisserie. C'est là où j'ai appris toute la technique. Mais je me suis performé dans un restaurant italien spécialisé dans la pizza. Un peu stressé, le directeur ne va pas pouvoir s'en empêcher. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Bon, bienvenue. Il va lui faire passer un petit message. Je ne veux pas vous mettre la pression, on vous attend grandement. On a besoin de vous. Ça va. Cette idée de faire des pizzas comme dans un vrai restaurant, Nicolas Royer n'est pas allé la chercher bien loin. Sur le parking du supermarché. Cette petite boutique qui ne paie pas de mine ouvre à midi et le soir, 7 jours sur 7. Ces pizzas emportées s'arrachent. Et la pizza, c'est l'un des produits préférés des Français. En plus, en faisant tourner la pâte comme ça devant les clients, cela va créer de l'attraction dans le magasin. Mais surtout, la pizza, ça ne coûte rien à faire. 1,86 €, c'est le prix de revient des ingrédients pour confectionner une reine. Pour la pizza au saumon, l'une des plus chères, cela peut monter à 2,19 €. Ou encore 1,74 € pour la spéciale végétarien. Pour inonder le marché, allez, go. Nicolas Royer va même pouvoir se permettre de casser les prix. Combien de temps? Elles seront 2 fois moins chères que chez son concurrent sur le parking. C'est quand même beau ça. Une belle pizza comme ça en train de cuire. Là, notre prix de vente cible, on sera vers les 5,90 € à peu près. Donc on est sur un très très bon rapport qualité-prix. Ça, c'est clair. Et vous gagnerez quand même de l'argent? Oui. Pour savoir si le pizzaiolo a réussi le test, ça croustille, hein?
Une seule solution. Ça, c'est bon. Le directeur aime. Mais les clients sont-ils du même avis? Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez goûter une petite pizza? Elle est bonne? Ouais. Super, nickel. Un petit bout de pizza? Hein? On y va. Allez. La végétarienne, celle-là. Un petit chouïa de cuisson en plus, mais sinon, Ah ouais? on y est. Nicolas Royer a enfin trouvé son pizzaiolo. Et peut-être la recette pour attirer dans ses rayons 10% de clients en plus. Mais non loin du four à pizza, tout ne se passe pas vraiment comme prévu. Dans son laboratoire, Richard le boulanger récemment embauché au supermarché est à l'œuvre. Ces machines achetées à prix d'or fonctionnent à merveille. Et ça y est, il fabrique enfin ses propres traditions. Et c'est même lui qui a mis au point la recette. Ben voilà une baguette de tradition label rouge. On voit déjà qu'on va avoir un bel alvéolage, ça se voit déjà à l'extérieur au niveau de la scarification. Et je vais vous en ouvrir une. Sa tradition est craquante à souhait. Une mie plutôt couleur crème, avec un alvéolage très irrégulier, ce qui est un signe de qualité. Il vend entre 300 et 500 baguettes tradition par jour. Salut. Mets-le bien en place dans le bac. Faut bien le fariner, non? Non, c'est bon, ça collera pas. La direction espère rentabiliser très vite les 5 millions d'euros de travaux du magasin. Et elle compte en partie sur Richard pour augmenter le chiffre d'affaires du rayon de 30 ou même 40%. Mais notre boulanger qui espérait casser la baraque a un gros souci. En grande surface, le pain doit être emballé dans des sachets. C'est une question d'hygiène. Ce n'est pas comme dans une boulangerie, car ici, le pain est en libre service. Et les sachets en papier, les baguettes sorties du four, elles n'aiment pas ça. Ça provoque que le pain continue à sécher, puisque l'eau qui se trouve à l'intérieur continue à s'évaporer, et le pain ne respire pas correctement, ce qui fait qu'on a la croûte qui se ramollit un petit peu, etc. Résultat, en quelques minutes, le pain perd tout son croustillant. Et le plus dramatique pour Richard, c'est que les clients du magasin ne font même pas la différence avec avant. Ça fait très très longtemps que je viens là chercher ce pain. Voilà. Et donc je sais que leur boulangerie est très bonne. Cette cliente ne s'est rendue compte de rien. Elle pense acheter la même tradition depuis des années. Richard, le boulanger, espère qu'en changeant légèrement la cuisson, il obtiendra un meilleur résultat et que les consommateurs finiront par remarquer la différence. L'été, plus d'1 million de Français déménagent et c'est souvent l'occasion de renouveler son électroménager. Pourtant, ici, contrairement à ce qu'on a vu au rayon frais, pas de travaux, pas de rénovation et pas beaucoup de monde dans les rayons. La raison est simple, à 30 km seulement, un discounter électro-dépôt propose des grandes marques à des prix à peine croyables et vous allez voir que ces méthodes sont très surprenantes. Il faut aller à la sortie des villes, chercher un peu dans les zones commerciales, derrière les grandes enseignes spécialisées qui sont toujours en première ligne. C'est là que se trouvent ces gros bâtiments en forme de cube tout gris et qui dénotent un peu dans le paysage. Marjorie et Christophe ont fait des kilomètres pour venir ici. Ouais. Plus d'une demi-heure de voiture. Ils doivent changer leur réfrigérateur qui vient de rendre l'âme. C'était là, ici. Cool white. Ouais. Ouais. Celui-là n'est pas très profond. Hein. Ouais. Le magasin ne ressemble à aucun autre. Il fait plutôt entrepôt. Des gondoles jaunes façon chantier. Des produits entassés les uns sur les autres. Et aucun vendeur qui vous saute dessus. Mais ce n'est pas ce que ce couple recherche. S'ils sont venus jusqu'ici, c'est pour s'offrir le top du top. Un réfrigérateur américain. Après l'eau, regarde l'eau, il n'y a plus besoin. Tu viens te servir directement. Ouais, vous a tapé dans l'œil celui-là. Celui-là, il est pas mal, ouais. Celui-là, il est pas mal, ouais. Celui-là, il est vraiment bien. Et le prix est pas mal du tout aussi. 899 €. Christophe compare aussitôt sur son smartphone les prix chez les concurrents. Le même modèle est 30 à 40% plus cher.
Notre magasin, les modèles plus récents, ils tournent à 1200, 1300, jusqu'à 2000 €. Donc là, à 900 €, je ne trouverais pas moins cher ailleurs. Il faut juste vérifier qu'il passe dans la voiture et après on le charge et on va le mettre dans la maison. À ce prix-là, il ne faut pas rêver. Il n'est pas livré chez vous gratuitement. Il faut repartir avec. 98 centimes, s'il vous plaît. Par carte. Ouais, par carte. Ouais, mais je connais pas ton code, moi. Pour Marjorie et Christophe, ça va se jouer à quelques centimètres. 6, 8. Ouf. Ça va passer? Ah, j'ai l'impression qu'il ne va pas passer. Merci. Ils reviendront dans 2 jours avec la camionnette d'un ami. On y va? Electrodépôt, ce nom ne vous dit peut-être rien. C'est le roi des casseurs de prix dans l'électroménager ou l'informatique. Un lave-linge de grande marque à moins de 330 €, une machine à café expresso à 37 € ou encore un lave-vaisselle qui dépasse à peine les 200 €. Ses concurrents comme Darty misent tout sur le service, Boulanger sur le choix. Rien de tout cela avec la marque jaune. Une seule chose l'intéresse, être la moins chère. Son fondateur, c'est lui, Pascal Roche. Il a importé le concept des États-Unis. Les Américains appellent ça le cash and carry, acheter comptant et emporter. En France, le premier magasin ouvre ses portes en 2004. 14 ans plus tard, il y en a 78. Mais d'où viennent leurs produits? Sont-ils vraiment fiables? Vous allez découvrir comment cette enseigne réussit à faire des économies à tous les étages. Fâche-Tuménil, près de Lille. Il est 9 h du matin. Ça va, David? Salut, Nick. Ça va et toi? Ouais. Les employés arrivent. Le magasin ouvre ses portes dans 1 heure. Lionel a 33 ans, c'est le tout jeune directeur. Petit moment de détente avant un gros week-end. Bon allez, encore 5 minutes et puis après on démarre. L'uniforme ici, c'est gilet pour être reconnu dans les allées, chaussures de chantier pour la sécurité et talkie-walkie pour communiquer et gagner du temps. Petit briefing traditionnel avant d'ouvrir. Il nous reste à faire, Nico, chez toi en blanc avec l'équipe. Je pense qu'il fait quand même chaud. Regardez si on n'a pas un peu de ventilo pour remettre un peu de vent là pour faire le week-end. Hier, on a réceptionné quasiment toute la marchandise. Okay, donc on est prêt, elle est là. Lionel fixe les objectifs du jour et le petit mot pour encourager tout le monde. Le reste, tout roule. Bon allez, bonne journée à tous. Solidarité, envie, passion, on y va, on y croit, on fait une belle journée. Allez. S'il les motive, c'est parce qu'il va falloir usiner toute la journée. Ils ne sont que 15 pour faire tourner le magasin. Chez Darty et Boulanger, ils sont 2 à 3 fois plus nombreux. C'est la règle numéro 1 dans le low cost. Le premier poste sur lequel on économise, c'est les salaires. Et si ici c'est possible, c'est parce que le client fait une bonne partie du travail lui-même. Les informations, il les cherche tout seul, il tire les chariots, fait rentrer l'appareil dans la voiture également. La marque a même mis au point un système de roulettes ingénieux pour qu'une personne puisse se servir dans les rayons toute seule. Comme ce client avec ses grosses machines encombrantes. Impeccable. Impeccable. Bon. Le dos, tout ça, vous sentez comment là? Je le vis bien, c'est mon troisième déménagement en 2 semaines, donc ça va. Je tiens à la bonne forme. Et dès qu'il y a un trou sur l'étagère, c'est là que les 15 employés entrent en action. Jessie, pour Nico, je vais avoir besoin de toi pour recharger l'allée des fours, s'il te plaît. Tu viens avec le chariot à pince, je vais placer les barrières, s'il te plaît, merci. Nicolas et ses collègues viennent aussitôt boucher les trous. Ce n'est pas pour faire beau, ils veulent éviter à tout prix de passer à côté d'une vente. En fait, l'intérêt, surtout, c'est pour le client. Montrer qu'il y a toujours la disponibilité au niveau des produits, du libre service. Si le client passe que c'est vide, il s'en va directement. Et là, on ne peut pas se permettre. L'essentiel de leur journée, les employés les passent donc à descendre la marchandise des zones de stockage en haut pour achalander la partie en libre service en bas. D'après nos calculs, avec un personnel presque 3 fois moins nombreux, l'économie sur les salaires rien que dans ce magasin serait de presque 500 000 € par an. De quoi baisser le prix des produits de 7 ou 8%. Mais au rayon des économies, il y a encore plus surprenant. Entre midi et 2, quand le magasin ferme, on éteint les télés. L'économie est ridicule. 8 500 € pour l'ensemble des 78 magasins en France. Mais ici, il n'y a pas de petites économies. Et Stéphane Belot a fait de la radinerie, une marque de fabrique. Il y a vraiment une formule qu'on utilise souvent chez nous, on appelle ça le R2I.
Ça veut dire radinisme industriel intelligent. Donc l'idée, c'est effectivement, on n'a pas honte de le dire, on est un peu radin. Et en permanence, on essaie de faire des économies sur tout le superflu. La chasse au superflu, c'est leur credo. Et d'ailleurs, si dès le début, ils ont opté pour le style entrepôt, grosses étagères, néon au plafond et béton au sol, c'est justement parce que tous ces matériaux coûtent moitié moins cher. Et quand on demande à Stéphane pourquoi il ne met pas de carrelage comme ses concurrents, il est à deux doigts de faire une crise cardiaque. Si on devait rajouter un lot carrelage sur un magasin de 2000 m², mais ça va être des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros. Donc c'est même pas envisageable une seule seconde pour nous, parce qu'en plus de ça, un carrelage, ça s'use vite, il va falloir le remplacer, le réparer. Donc ce sont des coûts qui rapportent rien au client, qu'il va falloir supporter, et à un moment ou à un autre, ça va se traduire dans le prix. Pour Stéphane, le côté entrepôt a un autre avantage. Il permet de diviser le loyer par deux. Regardez bien. Le magasin est tout petit, il ne fait que 2000 m² au sol. Ses concurrents sont souvent 2 fois plus grands. Mais Stéphane utilise toute la hauteur sous plafond pour entreposer les appareils électroménagers. Des mètres carrés entièrement gratuits. Il réussit ainsi à doubler sa surface utile. Il passe de 2000 à 4000 m², sans aucune répercussion sur son loyer. Et ce côté malin, on le retrouve partout. Nous sommes dans le cœur du réacteur du casseur de prix. Dans la salle des acheteurs, une trentaine de commerciaux chargés de négocier avec les fabricants d'électroménagers. Il faut que ce soit nickel. On ne vend pas de second choix ou de choses comme ça. Chacun a son domaine réservé. Julien Laporte, lui, est responsable du département micro-informatique. T'as pas une autre référence parce que 99 c'est trop cher. Je peux pas vendre 99, il faut absolument que je vende moins cher. Il passe son temps à marchander au téléphone. L'enseigne a besoin de produits de grande marque, de noms qui claquent, pour attirer les consommateurs dans ses magasins. Et pour avoir un meilleur prix, Julien a un truc. Ok, bon ça roule, ça va, on est d'accord. Merci, tu me confirmes ça? Merci beaucoup. Il commande peu de références, mais en énorme quantité. Quand aujourd'hui un concurrent, quel qu'il soit, a une gamme d'une cinquantaine de produits, nous, on va avoir plutôt tendance à proposer une dizaine de produits. Le volume est le principal critère. C'est comme ça qu'on fait les économies d'échelle à l'usine et c'est comme ça que nous, on fait nos économies aussi. C'est en brassant beaucoup de volume. Mais son boulot ne s'arrête pas là. Julien doit également veiller à rester le moins cher. Alors 2 fois par jour, il ouvre sur son ordinateur un petit logiciel pour espionner les prix de ses concurrents. Quand c'est versé que tout va bien, c'est qu'on est inférieur au prix moyen et on peut aller vérifier. Pour cette clé USB, aucun problème. Il est à 5,98 €, le deuxième est à 8,64 €. Mais sur cette carte mémoire, le voyant est bleu. Un de ses concurrents vient de changer son prix. Il est 2 € moins cher. Là, en l'occurrence, par exemple, on a Matériel.net qui est à 79, Conforama qui est à 69. Nous, Electrodépôt, on est à 44, mais Amazon a baissé son prix à 42,79, quelques euros en dessous de nous, et donc on va réagir. Comment? On va baisser notre prix. On va baisser notre prix en dessous d'Amazon pour rester placé par rapport au marché. Ce sera fait dans la soirée. Mais là où Julien est très attendu aujourd'hui, c'est sur une opération de beaucoup plus grande envergure pour l'enseigne, l'opération rentrée. Ça dérange pas? En septembre, les ventes de micro-informatique bondissent de 50%. Ça va, Jean? Salut Julien. Ça va? Stéphane Belot compte sur lui pour faire la une du catalogue. Alors, cette première couverture du catalogue de fin août. Car pour séduire les étudiants, il mise sur un ordinateur portable de grande marque et surtout à un prix canon. Et voilà l'offre que Julien lui a négociée. Asus, un 9,9 14 pouces. C'est dans le brief de ce qu'on s'était dit. C'est une grande marque. Un lot de 7000 ordinateurs portables à moins de 200 €. Stéphane n'en demandait pas tant. Je le sens bien, ça. C'est très bon, très très bon. Bravo. Super, beau boulot. Donc on sera les seuls. La seule dépense en matière de communication que s'autorise la marque low cost, c'est justement ce catalogue. Il est distribué à plus de 10 millions d'exemplaires. Et son offre en première page doit toujours être hyper agressive. Si déjà la première de couverture elle est moyenne, un peu fadasse et qu'elle ne concerne pas les gens, ben vous avez le risque que votre catalogue il traîne vite à la poubelle. Alors que là, une offre pareille, ça va attirer le regard, on est en plein dans la saison. Donc c'est aussi important sur tout le reste des produits qui sont communiqués dans le catalogue. Ça va tirer le trafic. Attirer les clients avec des prix très bas, la même technique est utilisée en magasin. Tous les mois, les salariés s'amusent à un drôle de jeu, le jeu du caddie.
Nicolas et Mathieu vont aller piquer des produits dans les rayons. De quoi équiper un appartement avec des produits électroménagers. Le jeu consiste à arriver au total, j'ai plus de premier prix en micro-ondes, le plus bas possible. Et cet après-midi, à quelques jours de la rentrée, ce sont les jeunes et les étudiants que les deux vendeurs ont dans le collimateur. Machine à laver, réfrigérateur, four, micro-ondes, aspirateur, cafetière, télé et barre de son. Prêt à partir pour les clients, à un prix imbattable. 8 produits à un prix à peine croyable, moins de 600 €. Placé à l'entrée, le caddie fait son petit effet. Mais à ce tarif, ne cherchez pas de grandes marques. Les produits sont siglés Iwan, Valberg, que des marques inconnues au bataillon. Et le magasin en est rempli. Bella Vita pour les lave-linges, Edenwood pour les télévisions, ou encore les aspirateurs Exeline. Ce sont les marques appartenant à l'enseigne, les marques de distributeurs, les fameuses MDD. Mais que valent-elles vraiment? Pour découvrir ce que cachent ces marques, retour à l'étage des acheteurs. Mickaël Sanabria s'occupe du secteur le plus important, les réfrigérateurs. Les Français en achètent chaque année 2 800 000. Et un réfrigérateur sur 6 est vendu par Mickaël. Mickaël doit donc veiller à coller en permanence au goût des clients. Et en ce moment, il y a un modèle qui manque à sa gamme et qu'il voudrait lancer. Avant d'aller négocier avec le fabricant, il a rendez-vous avec Stéphane Belot pour faire le point. Bon, ça va Mika? Stéphane. Alors voilà, ça c'est le frigo que j'avais validé, que je t'avais présenté déjà la semaine passée. C'est un 2 mètres, c'est ça? Voilà, ça donc 2 mètres, à peu près 340 litres. C'est un modèle grand format, très esthétique, avec de jolies finitions, là encore à petit prix. J'estime qu'on pourra vendre ce produit moins de 400 €. Tu vas réussir à tenir le moins de 400 €. Moins de 400 € en magasin, cela veut dire qu'il doit l'acheter à l'usine 240 € d'après nos informations. Problème, son fournisseur en demande beaucoup plus. Alors Mickaël va faire quelques petits sacrifices. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on enlève le display. Donc là, on pourrait économiser à peu près une dizaine d'euros. Bye bye le petit écran chic sur la façade. En revanche, il va essayer de se faire offrir quelque chose que les clients demandent. Moi, ce que je pense négocier avec le fournisseur, c'est également l'ajout d'un deuxième bac à légumes. Des grandes marques, ce marchandage s'appelle l'analyse de la valeur. Tout faire pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix. On va prendre un produit, on va essayer de décortiquer tous les éléments qui composent le prix de revient de ce produit. Et l'analyse de la valeur, c'est d'enlever ce qui coûte cher et qui n'est pas très utile pour le client, et de garder ce qui ne coûte pas très cher et qui va être très apprécié par le consommateur. La marque low cost ne possède pas d'usine. Mais pour tenir ses prix, Mickaël est capable de faire un aller-retour express jusqu'à l'autre bout du monde. Pour les réfrigérateurs, il faut se rendre en Chine, à Canton. 15 millions d'habitants et sa multitude d'usines d'électroménager. Après 12 heures de vol, Mickaël arrive à destination. Il a rendez-vous chez le fabricant qui inonde l'Europe avec ses réfrigérateurs. Bonjour May, comment ça va? Ça va. Et toi, bien dormi? Il a 6 heures de décalage horaire et il sait qu'il va devoir jouer serré. J'ai déjà calculé à peu près le coût maximum que je pourrais accepter du fournisseur, en incluant le prix maximum des options. Donc, ça donne quoi? Je ne peux pas donner le coût, ça malheureusement c'est confidentiel. Mais je sais quel coût je peux accepter maximum. C'est la première fois que cet industriel chinois ouvre ses portes à une télévision française. 8000 personnes travaillent ici à la chaîne. Il sous-traite pour tout le monde, MDD, Premier Prix et même les grandes marques, Electrolux, Kenwood, Frigidaire, Sharp, Haier ou encore Candy. Mickaël est toujours bien reçu ici. Et avant d'aller négocier, on l'emmène sur l'une des lignes de production. Le réfrigérateur américain qu'il a lancé il y a 6 mois déjà est en cours d'assemblage. Ici, c'est la première étape, c'est ça? Oui, c'est ici que commence la fabrication, avec ces plaques de métal. Ok, c'est pour former la coque alors? Oui, pour tout l'habitacle. 2 heures
Et 250 étapes d'assemblage plus tard, on obtient ce réfrigérateur flambant neuf qui sera mis en vente dès la rentrée dans les magasins du groupe en France. Et apparemment, Mickaël est ravi du résultat. Je regarde l'aspect général du produit, sa finition, intérieur-extérieur, la finition des balconnets, la finition du distributeur, les clayettes, ça va plutôt pas mal. On a un bon look, un bel inox, le produit est très beau, très content. Mickaël en achète 400 par mois. C'est une grosse commande pour un produit comme celui-ci. Et vous allez voir que pour négocier, acheter des gros volumes, ça peut faire toute la différence. Voici notre showroom avec les combinés et il y a une porte. Pour l'impressionner, Marc, son fournisseur chinois, l'emmène dans son showroom, l'endroit où il expose tous ses modèles. Il y en a une bonne centaine. Toutes les couleurs, tous les prix. Je cherche un modèle de 2 mètres de haut. Ah, 2 mètres, c'est juste là. Comme pour une voiture, le commercial va lui montrer le modèle toute option, le plus cher. Ces finitions, vous pouvez les changer. On peut les enlever et changer la matière. Et vous voyez ici, le bac à légumes, c'est un tiroir bien droit, aucun risque qu'il tombe. C'est beau, mais c'est hors budget pour Mickaël, qui est prêt à aller jusqu'à 240 € maximum. Le prix est un peu trop élevé, mais bon, je pense que dès qu'on va annoncer un peu de quantité, on pourra avoir un peu de marge. Pour faire plus chic, il lui faut absolument ses petites finitions en inox et son deuxième bac à légumes. Mais il ne veut pas les payer. Et toute la discussion va tourner autour de ça. Et puis, pour l'aménagement intérieur, on aimerait ajouter un deuxième bac à légumes. Je sais qu'on a déjà évoqué le prix, mais on aimerait bien pouvoir l'intégrer au prix de départ. Le fournisseur chinois réfléchit sans rien dire. Alors, pour emporter le morceau, Mickaël va abattre sa meilleure carte. Et pour la première commande, je pense qu'on partira sur 700-800 réfrigérateurs, juste pour commencer. 800 exemplaires, c'est une très belle première commande. C'est 2 fois plus que d'habitude. Vous pouvez étudier ma proposition pour faire un prix plus bas? Ok, je vous enverrai ma proposition par écrit un peu plus tard. Finalement, l'usine lui offrira tout ce qu'il demande. Sur le deuxième bac à légumes, Mickaël obtiendra 70% de ristourne. Mais si elle veut parvenir à proposer ce réfrigérateur à moins de 400 € en magasin, l'enseigne va devoir faire une dernière économie. Et vous allez voir que chaque centime compte. Pour l'enseigne low cost, la course effrénée au toujours moins cher ne s'arrête jamais. Et il reste encore un dernier chantier sur lequel la société peut encore limiter les frais. C'est sur la logistique, le transport. Et ça, c'est le job de Bruno. Alors vous en êtes où là? Ça se passe bien? Ouais. Il gère l'un des 2 entrepôts où sont stockés les appareils électroménagers en provenance de l'étranger. C'est d'ici qu'on approvisionne la moitié des magasins en France. Mais contrairement à d'autres, pas question de faire partir un chargement à moitié vide. Alors tous les jours, Bruno fait le point. Delphine, on va regarder le planning de demain? Ouais. Savoir si on ajoute ou si on annule des camions? Demain, 40 camions doivent partir et il y en a un qui pose problème, celui en rouge. Lorient, son camion est à moitié vide à aujourd'hui. Les estimations annoncent que le camion n'est pas plein, on va l'appeler. Ouais. Okay. Pas question pour Delphine de faire partir un véhicule qui ne serait rempli qu'à moitié. Je t'appelle par rapport à ton camion de samedi. Est-ce que tu le maintiens vu ta charge? Cela ferait perdre de l'argent à l'entreprise. Et donc il a dit quoi, Delphine? On annule son camion. Ok, d'accord. Donc tu peux contacter le transporteur pour... Ouais, pas de souci. Bruno et Delphine annulent en moyenne 1 camion sur 10. Mais Stéphane Belot, le cost killer, voudrait bien aller encore plus loin. Donc là, c'est le départ de quel magasin, celui-là? C'est le magasin d'Angers. Angers, d'accord. Donc là, le camion est tout préparé. Voilà le système qu'ils ont mis au point. Au sol, les lignes jaunes délimitent les dimensions exactes de la remorque. La veille du départ, les équipes placent les appareils pour être sûrs et certains que le camion est bien plein. Si on met un camion rempli à moitié, avec 20 000 € de marchandises, il part en Bretagne, admettons qu'il coûte 1 000 €,
1000 € sur 20 000 € de marchandises, ça fait 5% de frais. Si je remplis le camion à bloc et que je mets 40 000 € de marchandises, ça me coûte toujours 1000 €. Au lieu de coûter 5%, ça me coûte 2,5%. Et 2,5%, c'est beaucoup. Ça permet encore de baisser un peu les prix pour le client. Baisser les prix ou se rattraper sur la marge. Stéphane cherche maintenant le moyen de remplir les quelques mètres carrés de vide au-dessus des cartons. Tout l'espace en hauteur de ces camions. On vous l'a dit, dans le low-cost, il n'y a jamais de petites économies. Cette année, la marque devrait dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires. À l'hypermarché de Lunel, si la bataille de l'électroménager semble mal engagée, pas question de se louper sur l'événement de l'année, la rentrée scolaire et la chasse aux fournitures. Alors en réserve, Renaud, le responsable du rayon, est à la manœuvre. T'as regardé qu'elle passait, Miguel, ou pas? Les fournitures scolaires, une montagne d'articles, cahiers, feutres, calculatrices. Renaud en a commandé pour plus de 160 000 €. Et pour s'y retrouver, il faut une rigueur, une organisation quasi militaire. On appelle ça faire le musée. Globalement, c'est pour qu'on prépare au mieux notre implantation. Il y a des centaines de milliers d'articles à trier. Et toutes ces fournitures scolaires, c'est Renaud qui les a commandées il y a plus de 8 mois. Les acheteurs de la grande distribution rechignent à montrer comment ils font pour ne pas se tromper dans leurs commandes. Exceptionnellement, Renaud a accepté de nous montrer le document qu'il a de plus précieux. Ce que dans la grande distribution on appelle la Bible. De grands classeurs, où tous les produits vendus dans l'hypermarché sont répertoriés sous forme de fiches. Pour les fournitures scolaires, Renaud a scruté à la loupe les résultats de l'année dernière et calculé ainsi la quantité à commander pour cette année, comme pour ces stylos-billes, vendus par 10. J'ai par exemple ma commande sur ce produit-là, où en fait nous avons un lot de bics, stylo-billes cristal. J'en avais commandé 70, j'en avais vendu quasiment une centaine, donc cette année j'en ai pris 120. Il en a commandé presque 2 fois plus, parce que ces stylos sont en promotion dans le catalogue du magasin. Il devrait donc en vendre plus. Mais combien l'hypermarché gagne-t-il sur les fournitures scolaires? Quelles sont les marges appliquées par l'enseigne? Quand on pose la question... Je sais pas. Je peux pas vous le dire. C'est Joker, c'est interdit? Non, c'est pas que c'est interdit. Globalement, on n'a rien à cacher. Mais après, en termes de marge, c'est totalement disparate en fonction des rayons, en fonction de plein de choses. Et du coup, y a pas, concrètement, il n'y a pas de données qui peuvent être sorties là-dessus. Après, c'est pas là où on gagne de l'argent, globalement. Pourtant, avant de nous laisser filmer sa Bible, nous remarquons que Renaud a pris la précaution d'effacer certaines données. En regardant bien, nous nous rendons compte que c'est la marge que l'enseigne applique sur chaque fourniture scolaire. Des marges brutes qui seraient de 7,5% pour ces stylos à pointe fine, 12% pour ce best-seller de la colle. Sur ce lot de copies doubles gros carreaux, elle serait de 17%. On est loin des marges pratiquées dans certains rayons alimentaires. Alors vous allez voir ce que Renaud et ses chefs de rayon sont capables de faire pour se rattraper un peu. Ici. Il est 5 h du matin. On rejoue encore à Chamboultou. Après le camping, c'est au tour du mobilier de jardin de débarrasser le plancher. Tout ça, ça rentre en réserve. C'est stocké, rangé, prélisté pour l'année prochaine. Il faut faire de la place pour les fournitures scolaires. Et ils ne sont que 3 à travailler. Il y a Renaud, le responsable, et Guylaine et Catherine, 2 chefs de rayon. Que des cadres qui ne comptent pas leurs heures de travail. C'est pour éviter d'avoir trop recours aux employés du magasin et de leur payer des heures supplémentaires. Hop là, c'est bon. Les horaires de mes équipes, elles ne changent pas en fait. Ils ont des contrats, que ce soit 26, 30 heures ou 36 h 75, et ils ne feront pas plus que 36 h 75 sur la semaine. Pour que les heures sup n'impactent pas la marge du rayon, les cadres préfèrent faire eux-mêmes le travail. Ils peuvent ainsi rentrer dans leurs objectifs et toucher leur prime annuelle, qui peut représenter 1 à 2 mois de salaire en plus.
Pourtant, l'opération rentrée, c'est vraiment beaucoup de travail. Cela prend 4 jours entiers pour implanter les 20 000 références. Mais Renault a trouvé le moyen de bénéficier d'un coup de main extérieur et ça ne lui coûte pas un centime. Bonjour monsieur, Société BIC, on vient pour implanter le rayon rentrée des classes. Parfait, bonne journée, au revoir. Certains fournisseurs n'hésitent pas à dépêcher leurs propres équipes sur place. Le créateur du stylo à billes Bonjour. envoie 150 de ses employés partout en France au moment de la rentrée. Alors ça y est, en plein boom. Oh, vous avez déjà pas mal avancé. On a quasiment fini. Ouais. On n'attendait plus que vous. Ah, bah, parfait, on est là, on est en renfort, on est là pour vous aider. D'accord. Donc là, vous avez mis la correction, le cristal. Ouais. C'est l'occasion aussi pour eux de voir si leurs produits sont bien mis en valeur dans les rayons. Bien représenté sur ces rayons-là. Ouais. Et à l'entrée, le coloriage. Ce que je vous propose, c'est peut-être Anthony, tu vas faire la partie marqueur surligneur. Ouais. Karine, un peu l'accessoire, et moi je vais mettre sur les rollers et feutre écriture. On fait ça? Bon bah super. Ça marche. Allez, c'est parti. Mais le plus incroyable, c'est que ces commerciaux ne vont pas seulement ranger les produits de leur marque, mais également ceux de la concurrence. Je suis en train d'implanter des choses, mais c'est pas des choses BIC. Non, en effet, c'est pas des choses BIC. J'implante toute la famille du porte-mine, donc il y a du BIC, il y a de la marque Intermarché, il doit y avoir du Maped, il y a toutes les marques. On est là pour aider notre client et du coup on a une démarche à implanter tout le monde. Graphite. Pour les remercier, Renault va faire un petit changement de dernière minute. Et tout le monde va mettre la main à la pâte, même Nicolas Royer, le directeur. Ils vont leur aménager le meilleur emplacement, en plein milieu de l'allée, pour leur énorme gondole promotionnelle en forme de bus scolaire. Sandrine, la commerciale, le sait. Lors des tout derniers jours, avant la rentrée en septembre, cela peut doper les ventes et faire toute la différence. Globalement, à cette période, c'est un peu le rush, c'est un peu stressant, il faut trouver les produits. Donc en fait, ici, quand le papa ou la maman viennent pour faire leurs achats de rentrée des classes, ils trouvent vraiment tous les produits pour remplir leurs trousses. Toutes ces astuces marketing ont permis à ce rayon de faire plus 17% l'année dernière et à Renault de toucher sa prime. Mais pour la grande distribution, ce sera de plus en plus compliqué d'être compétitif, car de nouveaux concurrents ont fait leur apparition sur le marché de la rentrée des classes. Et ils ont un argument redoutable, nous débarrasser carrément de cette corvée. À Carcassonne, dans l'Aude, pas très loin de Toulouse, une famille a décidé d'expérimenter une nouvelle façon d'acheter les fournitures scolaires. Sans se prendre la tête, sans stresser, et surtout, sans bouger de chez elle. Maman, est-ce qu'on peut faire la liste de rentrée scolaire, s'il te plaît? Cette année, Clara passe en 5e. Les choses sérieuses commencent. C'est là la mienne. C'est celle-là la tienne. Ouais. T'as une grande liste cette année. Pour une fois, pas question de courir les magasins. C'est sur Internet que Karine, la maman, va passer commande. Il te faut un cahier de brouillon. C'est un site spécialisé. Il y a du choix, comme dans un hypermarché. Toutes les marques, tous les prix, toutes les couleurs. Celui-là. Alors celui-là, vas-y. 96 pages. Gomme, équerre, stylo, le gain de temps est indéniable. La commande va prendre une vingtaine de minutes à peine, contre 1 à 2 heures en magasin. Mais Karine a-t-elle la moindre idée de ce que cela va lui coûter? Il faut compter à peu près 100 € par enfant, voire un petit peu plus, il faut racheter un cartable. Justement, Armand rentre en CM2. Et il va même pouvoir choisir son nouveau sac à dos de cette façon, sans l'essayer ni le voir en vrai. Mais le garçon sait déjà ce qu'il veut. Je veux un Freegun, parce que tous mes copains l'ont et j'aimerais bien en avoir. Il y en a un avec 2 compartiments, avec des roulettes en promotion à 53 €, un autre 37 €. 12 modèles différents. Là encore, le garçon a l'embarras du choix. Tu préfères lequel, Armand? Celui-là. Celui-là? Eh bien, on le met au panier. 103 articles commandés plus tard,
c'est le moment de payer. Et Karine avait vu juste. La commande m'est revenue à 243 €, donc avec la liste des 2 enfants et le nouveau sac d'école pour Armand. Pour moi, ça me semble tout à fait raisonnable. En plus, ils ont pris quelques articles de rechange comme des gommes, des cols et des crayons. Le site promet de les livrer sous 3 jours. Acheter ses cartables et ses fournitures scolaires depuis son canapé, le concept fait de plus en plus d'adeptes. Inexistant il y a encore 10 ans, ces nouveaux acteurs raflent déjà 10% du marché. Ils s'appellent Place de la Rentrée, Ma Rentrée Scolaire ou encore le pionnier numéro 1 en France, Rentrée Discount. Ils promettent tous des prix canons, mais qui se cache derrière ces sites? Comment fonctionnent-ils? Et la bonne affaire est-elle toujours au bout du clic? En ce moment, la première chose qu'Arnaud Lether et sa femme Florence font le matin avant même d'avaler leur café, Toi, tu regardes déjà le chiffre. c'est de regarder les résultats de la veille. Florence est un peu stressée. Le couple joue toute sa saison, 90% de son chiffre d'affaires annuel maintenant, ça va. sur les 2 mois d'été. En ce moment, on fait entre 150 000 à 250 000 € par jour. Et puis après, au mois d'août, on dépasse les 500 000 € par jour. Aujourd'hui, Arnaud et sa femme pèsent 13 millions d'euros. Bah, c'est plutôt bien, oui. On est parti de zéro. Il y a 9 ans, on n'existait pas. Il y a 9 ans, Arnaud travaillait dans un magasin plus classique, Ouais, tout à l'heure. à vendre de la papeterie et des fournitures scolaires. Dans ce magasin, très exactement. Une sorte de supermarché de la fourniture de bureau. Et c'est ici qu'il a eu l'idée de monter un business sur Internet. C'est longtemps que je suis venu. En observant les parents arriver ici à la dernière minute, complètement en panique, Bonjour Thierry. c'est là qu'Arnaud a eu le déclic. On a vu que les clients perdaient beaucoup de temps à chercher de la marchandise, enfin leur liste de fournitures scolaires dans les rayons. Aller chercher un cahier 24-32, 192 pages CIS, c'est compliqué. Et en plus, le client parfois faisait plusieurs magasins pour trouver un produit. Il allait en grande distribution acheter ses cahiers, après il allait dans un magasin spécialiste pour trouver le produit qu'il n'arrivait pas à trouver dans sa liste. Et donc il perdait énormément de temps. Comment leur faciliter le travail, les empêcher de se tromper dans le choix des fournitures et même leur éviter de se déplacer? Arnaud a inventé en quelque sorte le Amazon des fournitures scolaires. Bonjour tout le monde. En ce moment, Bonjour. c'est l'embouteillage. 250 personnes s'activent dans tous les sens. 4 à 5 000 commandes doivent partir tous les jours. Et quand ça ne va pas assez vite à son goût, Non, c'est pas comme ça, le patron donne carrément la leçon. Arnaud est le leader du marché, mais ses concurrents s'appellent Cultura, Amazon, la Fnac et toute la grande distribution. Alors il n'a pas le droit à l'erreur. Ah, beaucoup plus vite, d'accord? Allez, go. Ce qui est très important pour nous, c'est qu'on soit le plus productif possible. On est face à des géants de la grande distribution, à des géants du e-commerce. On ne peut pas faire de la vente à perte. Donc l'astuce pour nous, c'est la productivité, être le plus productif possible pour être rentable. Voilà. Et pour que ça turbine à plein régime, vous allez voir qu'Arnaud et son associé Patrick ont mis au point un process incroyable. Le 14,75 ? Ouais, et le tube de colle U. Dans cet entrepôt de 4000 m², 00 et 171 00. il y a 13 000 références. Mais Patrick y est comme un poisson dans l'eau. En B et l'antimordiage? En B aussi. Arnaud, c'est assez dingue, votre associé connaît tous les codes. Ah, il connaît tous les codes par cœur. Voilà. 14, 834, 75, best-seller chez nous. Voilà. Ça résiste. Mais les étudiants qui viennent travailler ici l'été, comme Gaëtan, ne connaissent pas les rayons comme leur poche. Heureusement, il y a ce petit ordinateur portable, la Scanette. C'est ce qui va lui permettre de remplir une commande en 10 minutes chrono. Tu commences par quoi? Je prends d'abord ma pince. Comme ça, je pourrais savoir de quel type de carton j'ai besoin. Sur chacune de ces pinces, il y a un code barre. Cela correspond à la commande d'un client. Je la scanne. Là, ça me demande de prendre un carton XXL. Donc, j'essaie d'avoir une grosse commande. Après, j'appuie sur OK et j'ai le nombre de produits. Gaëtan n'a même pas à réfléchir, juste à obéir à la Scanette. C'est elle qui lui calcule son parcours, article après article.
pour gagner le plus de temps possible. C'est comme chez Amazon. Grâce à notre logiciel, tous nos déplacements sont organisés de sorte à ce qu'on aille le plus vite possible d'un emplacement à l'autre. De cette manière, on gagne un maximum de temps. C'est aussi une manière de préparer le plus de cartons possible. Également, le but, c'est d'avoir une rentabilité, préparer le plus de commandes possible, scanner le plus de produits possible, de sorte à établir, de satisfaire le plus de clients possible chaque jour et d'envoyer le plus de commandes possible. Et attention, interdiction de parler dans les couloirs, comme à l'école. Si on ne parle pas entre nous, c'est afin de maximiser la concentration. On peut rompre le rythme, devoir recompter plusieurs fois et donc perdre du temps. Et finalement, c'est perdre de l'efficacité pendant le travail. Il lui a fallu 10 minutes pour remplir la commande. Un bon préparateur doit pouvoir assurer entre 40 et 60 commandes par jour. Ils sont tous payés au SMIC. Pour Arnaud Letter, le rendement, c'est primordial dans son métier. Allez, jeune homme, il y a très peu de colis, donc vous ne restez pas à 3 ici. Hein. Il y en a au moins 1 ou 2 qui vont à prépa, d'accord? Mais il y a quelque chose d'encore plus important et sur laquelle il est intransigeant, c'est une erreur dans la commande. En formation, vous ne l'avez pas dit que c'était à l'intérieur, ça? Si. Et donc pourquoi vous la mettez à l'extérieur? C'est pour que ça rentre mieux après. Non, ça c'est extrêmement important, jeune homme. Ok. C'est ultra important, d'accord? Votre nom, c'est quoi? Comment? L'enveloppe doit toujours rester à l'intérieur du carton. Et vous avez commencé quand, vous? J'ai commencé là il y a 3 jours. Il y a 3 jours, mais là, vous avez été formé pour ça. Hein? Je comprends pas. Hein? Non, comment vous me dites? Et Arnaud ne va pas laisser passer cet incident. Car cette enveloppe contient tous les stylos et les petits accessoires. Le risque, c'est d'oublier de la glisser dans le colis. Il y en a un qui n'a pas compris, hein. Il a été formé, et... celui qui est en rouge là-bas. Ouais. Lui, il faut le dégager. J'ai fait un stage ici, non? Eh ben, il avait sa pochette à l'extérieur. Pour Arnaud, une commande incomplète, c'est un coup à perdre le client à tout jamais. La mère de famille ou le parent qui achète, ou le papa, il veut gagner du temps. Et il va gagner du temps en faisant son achat. Par contre, s'il y a une erreur dans la commande et qu'il doit faire un litige derrière, il va perdre du temps et là, on va perdre le client parce qu'il y aura une mauvaise expérience client. Nous, derrière nous, il n'y a pas de financier. On est des indépendants. Si je fais faillite, je perds ma maison, je perds ma voiture, je perds tout. Si le patron de Rentrée Discount est aussi à cran, c'est que pour rester le leader, il se bat tous les jours sur les prix. Nous avons comparé ses tarifs aux autres géants de l'e-commerce. Sur la grande majorité des articles, il est moins cher que ses concurrents. Alors comment la rentrée peut-elle vraiment rapporter gros? Avec Patrick, son associé, ils se sont fixés une marge minimum sur chaque article. Comme sur cet incontournable de la rentrée, le grand cahier de 96 pages gros carreaux, les fameux carreaux CIS. Vous vendez combien ce cahier environ? Je pense qu'on le vend à 1,10 €. Et à nouveau, vous pouvez nous dire quelle est votre marge dessus? On fait à peu près, nous, à 20% de marge. D'après nos calculs, ce grand cahier leur aurait rapporté 50 000 € de marge brute l'année dernière. Pas mal. Mais ils peuvent gagner beaucoup plus en faisant des coûts. Chaque année, après la rentrée, Arnaud et Patrick se mettent à la recherche de bonnes affaires à faire auprès de leurs fournisseurs. Et voilà le coup dont ils sont le plus fiers. Ça, c'est un concurrent de UU. C'est le même produit que UU. Et c'est un produit, on a énormément misé là-dessus. Ils ont pris un risque énorme. UU, c'est la colle star du marché, celle que tout le monde s'arrache. Pourtant, Arnaud et Patrick n'ont pas hésité à acheter un lot d'invendus chez leurs concurrents. 380 000 bâtons de colle, juste parce qu'ils étaient vendus à prix cassé. L'hiver, on achète beaucoup de déstockage, on fait des paris, parfois on se trompe. Et parfois, on gagne. Et ça, c'est un produit gagnant parce que je pense qu'on va pouvoir les évacuer. Ce produit sera vendu avec 30% de marge brute. D'après notre estimation, cette colle pourrait donc leur rapporter 75 000 €. Cette saison, Rentrée Discount table sur 450 000 clients. C'est 30% de plus que l'année dernière. Pour notre famille habitant à Carcassonne, c'est le grand jour. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous aussi. Au revoir. 24 heures après avoir passé commande sur Internet, leur livraison arrive. Surprise. Toutes les affaires de rentrée. Le cartable d'Armand pour faire comme les copains. Regarde, c'est ton sac. Ça aussi, je pense que ça va avec. Et tout ce dont Clara a besoin pour la 5e. Des
bleu et doré et un agenda avec des chiens. Les 103 articles sont bien là, rien ne manque. Mais les plus contents, ce sont les parents. Le temps qu'on ne passe pas dans les magasins à faire la liste des affaires de rentrée scolaire, c'est du temps qu'on peut consacrer à d'autres activités extérieures, notamment puisque ça tombe l'été. Si on demande aux enfants, je pense qu'ils préfèrent être autour d'un lac ou en bord de mer que d'être dans un supermarché alors qu'il fait 30 degrés dehors. En finir avec la corvée de la rentrée et offrir des prix ultra compétitifs. La promesse de ces sites internet spécialisés est très forte. Aujourd'hui, la part de la grande distribution dans le marché de la rentrée scolaire est de 70%. Il y a 10 ans, elle était de 80%. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci beaucoup de nous avoir suivis et merci aux équipes de KM Productions de l'avoir préparée avec nous. Et puis un dernier mot avant de vous quitter pour vous remercier de ces 2 ans de fidélité. Ça a été un grand plaisir et un grand honneur pour moi de présenter Capital. Dès la rentrée, c'est Julien Courbet qui sera à la présentation. Je lui souhaite beaucoup de réussite et autant de bonheur que j'en ai eu. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission sur M6, bien sûr. Je vous en dis plus très bientôt. Tout de suite, Bernard de la Villardière dans Enquête exclusive. Très bonne soirée sur M6. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci aux équipes de KM Productions de l'avoir préparée avec nous. Tout de suite, Bernard de la Villardière dans Enquête exclusive. Très bonne soirée sur M6.